Commençons. Qu'est-ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz et cet accord? Parce qu'il y a quelques jours, Trump annonçait sur Truth Social qu'un accord était imminent. Mais maintenant, il frappe à nouveau l'Iran, alors qu'il parlait encore d'un accord en cours. Tu peux m'expliquer ce qu'il en est? J'arrive plus à suivre. Oui, c'est très simple. Les Américains ont mené cette guerre contre l'Iran. Ils s'attendaient à ce que l'Iran s'effondre presque immédiatement. Netanyahou leur avait dit que ce serait le cas, et ils l'ont cru. Alors, ils ont attaqué l'Iran tout de suite. Mais l'Iran ne s'est pas effondré. Au contraire, il a riposté et a fermé le détroit d'Ormuz, ce que les Américains n'avaient pas prévu. Résultat, les Américains se retrouvent dans une situation où ils sont en train de perdre la guerre. Parce que oui, ils la perdent. Et l'Amérique n'aime pas perdre. Donald Trump n'aime pas perdre. En même temps, il doit faire rouvrir le détroit d'Ormuz. Et pour ça, ils ont besoin que les Iraniens acceptent. Alors, ce qu'ils ont fait ces 2 dernières semaines, c'est que d'abord, Trump est allé en Chine, comme on le sait. Il a essayé d'obtenir que la Chine fasse pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz. Je n'invente rien. Ce n'est pas une supposition de ma part. C'était partout dans le Financial Times. Il y avait un article très détaillé à ce sujet dans le Financial Times. Ils sont allés en Chine. Ils ont découvert que la Chine, qui à mon avis est bien plus en colère contre Trump et les Américains qu'on ne le dit, n'avait aucune intention de faire pression sur l'Iran, juste pour que Trump puisse repartir avec une victoire. Et la Chine ne subit pas les tensions économiques que les Américains pensaient qu'elle subirait. Je pense que les Chinois sont très conscients de tous ces commentaires qu'on lit dans les médias occidentaux, selon lesquels ce blocus de l'Iran serait en réalité un blocus de la Chine. Et je ne crois pas que cela mette les Chinois dans un état d'esprit très coopératif sur la question iranienne. Résultat, Trump repart les mains vides. Et il est ensuite obligé de reprendre les négociations avec les Iraniens. Les négociations sont très complexes, mais il y avait une sorte d'accord entre les 2 parties. D'abord, un protocole d'entente devait être signé. C'est un document sans valeur juridique, mais qui aurait prolongé le cessez-le-feu pour 30 ou 60 jours, avec certaines conditions. L'une d'elles, c'est que l'Iran autoriserait le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, sans pour autant renoncer à son contrôle. En échange, les États-Unis lèveraient le blocus maritime et s'engageraient à ne plus attaquer l'Iran. C'est un compromis raisonnable qui ouvre la voie à d'autres négociations, y compris, à terme, sur la question de l'enrichissement nucléaire. Ce qui s'est passé ensuite était tout à fait prévisible. Dès que la nouvelle de la préparation de ce protocole d'accord a commencé à circuler. Israël était très mécontent parce que ça mettait fin à la guerre. Le gouvernement iranien, lui, est toujours en place. Le détroit d'Ormuz reste sous contrôle iranien et l'Iran garde la main sur son stock d'uranium enrichi. Alors Israël a mobilisé ses alliés, Ted Cruz, Mike Pompeo, John Bolton, Lindsey Graham, tous ces gens-là, et ils ont commencé à faire pression sur Trump. Ils ont dit que tout ça était totalement inacceptable, qu'on ne pouvait pas accepter un accord de ce genre. Du coup, ils ont mis la pression sur Trump et ils lui ont dit clairement que sous cette forme, c'était impossible d'accepter. Trump est donc revenu vers les Iraniens en disant « Je veux des garanties que vous allez remettre tout votre stock d'uranium ». Et ça, c'était avant même que de vraies négociations ne commencent. Les Iraniens ont répondu non, qu'ils ne feraient pas ça. Et le résultat, c'est que toute la négociation qu'on avait entamée pendant le week-end s'est pratiquement arrêtée net. Il va être très difficile d'arriver à une situation où les Américains accepteront enfin de s'asseoir et de négocier sérieusement avec les Iraniens. Pour l'instant, la pression économique aux États-Unis n'est pas assez forte
pour pousser même les plus durs parmi les conservateurs à reconnaître qu'il faut bien, à un moment, engager une forme de négociation avec l'Iran. Ils ne sont pas prêts à l'admettre. Et en même temps, l'Amérique n'a plus d'option militaire. Elle n'a plus de marge de manœuvre sur ce plan. Le résultat, c'est qu'on se retrouve dans cette situation où l'on croit s'approcher d'un accord, ou du moins ça en a l'air, puis tout s'effondre parce que les courants les plus durs aux États-Unis refusent de l'accepter. Voilà, à mon sens, où nous en sommes. Il faut un peu de temps pour bien comprendre tout ça, mais les blocages, psychologiquement et mentalement, se trouvent du côté américain. Si les Américains avaient mené les négociations correctement, s'ils étaient allés voir la Chine d'une toute autre manière, en disant « Vous avez intérêt à ce que le détroit d'Ormuz soit rouvert, nous aussi. Alors faisons un accord très simple. Nous levons notre blocus et l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Que diriez-vous d'un protocole d'accord ?» La Chine aurait répondu « Bien sûr, nous ferons tout notre possible avec les Iraniens pour qu'ils acceptent. » Et les Iraniens auraient accepté. Je veux dire, c'est très clair qu'ils l'auraient fait. Mais ce que les Américains veulent faire à la place, c'est forcer l'Iran à se rendre, alors que l'Iran n'a pas été vaincu sur le champ de bataille. Il y a une vraie différence entre la diplomatie américaine et la réalité de la guerre, sur le terrain et dans le Golfe Persique. Ma question est la suivante. Oui, On dirait que, enfin, on en a déjà parlé, les gens autour de Trump, il y a le groupe de Lindsey Graham, probablement Hicks aussi, et puis tout un tas d'autres, veulent toujours le pousser vers une vraie guerre avec l'Iran. Mais du côté militaire, c'est plutôt là qu'on freine tout. Et Trump, lui, se retrouve un peu tiré dans tous les sens, non? Parfois d'un côté, parfois de l'autre. Il est un peu pris entre les deux camps. Et lui-même, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment les idées claires sur ce qu'il devrait faire. Et au final, on dirait que c'est toujours le camp le plus va-t-en-guerre qui finit par l'emporter. C'est bien ça? exactement. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il a une peur panique de paraître faible ou perdant. Et ça rend les choses très, très difficiles pour lui quand il doit prendre une décision, même quand c'est la décision évidente et juste, parce qu'elle l'expose aux critiques de ceux qui diront qu'il est faible, qu'il a été vaincu, qu'il a conduit les États-Unis à une défaite et qu'il n'est pas ce dirigeant fort, invincible et tout-puissant qu'il veut que tout le monde voit en lui. Mais tout ce concept de, vous savez, mettre fin au blocus du détroit d'Ormuz, en soi, je trouve ça un peu confus. Parce que du point de vue iranien, il dirait que le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé. D'accord? Certains pouvaient simplement y naviguer, comme la Chine par exemple, mais d'autres acceptaient de payer, même s'ils étaient taxés. Et malgré tout, payer restait moins cher que de faire le détour. C'était toujours plus économique comme ça. Donc, beaucoup de pays étaient prêts à payer pour passer. Et seuls les Israéliens et les Américains n'étaient pas autorisés à faire passer leurs navires. Donc, du point de vue iranien, le blocus, c'est maintenant les États-Unis qui le font. Voilà. Donc, complètement. Alors, quand Trump dit « Oh, vous devez ouvrir le détroit d'Ormuz », en réalité, il est en train de dire que c'est lui qui doit ouvrir le détroit d'Ormuz. Voilà. Vous mettez le doigt sur un autre problème, le détroit d'Ormuz, parce qu'ils doivent retirer leurs forces du détroit d'Ormuz. Tout l'enjeu, quand l'Iran fait des concessions sur le détroit d'Ormuz et accepte de le rouvrir, c'est encore une fois surtout pour faciliter un peu la levée du blocus maritime américain. C'est, si on veut, une façon d'adoucir la pilule. Et ça arrive tout le temps. Le vrai problème, c'est que toutes ces personnes, Lindsey Graham, Mike Pompeo, Benjamin Netanyahu, qui s'est joint à eux, appellent Trump et insistent pour qu'il reste ferme et ne fasse aucune concession.
Tous, sans exception. Ils ont vécu pendant 40 ans, depuis la fin de la guerre froide, dans un monde où l'Amérique était toute puissante, dominatrice. C'est ce qu'ils croient, et c'est le monde qu'on a construit autour d'eux. Toutes leurs idées sur la réalité reposent là-dessus. Perdre une bataille de ce genre, non pas contre la Chine ou même la Russie, mais contre un pays comme l'Iran, c'est au-delà de l'humiliation. C'est quelque chose qu'ils sont incapables d'accepter ou même d'imaginer. Donc à un niveau psychologique, on peut comprendre ce qui se passe. Fall. Et puis il y a autre chose. Trump dit que ce cessez-le-feu, ou quel que soit l'accord avec l'Iran, doit être obligatoire pour les pays du Golfe, mais aussi pour la Turquie, le Pakistan et l'Égypte. Les accords d'Abraham ont en gros normalisé leurs relations avec Israël. Alors pourquoi Trump pousserait-il pour quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi difficile à accepter pour ces pays, non? Eh bien, je dirais que c'est quasiment impossible pour ces pays de le faire. Je veux dire, pour la Turquie, qui avait autrefois des relations diplomatiques avec Israël et qui n'en a plus, et pour l'Arabie saoudite aussi, c'est presque impossible. En fait, il ajoute simplement quelque chose qui n'a aucun rapport avec le problème actuel entre les États-Unis et l'Iran. Il le fait pour donner quelque chose aux Israéliens. Il a dit « Regardez, je n'ai pas réussi à forcer l'Iran à abandonner son enrichissement nucléaire ni à renoncer à son stock d'uranium. Mais regardez, j'ai autre chose pour vous. J'ai obtenu la reconnaissance diplomatique des pays arabes. Franchement, c'est complètement amateur. Ça montre un homme désespéré, parce que c'est le geste d'un type qui a perdu le contrôle et qui le sait au fond de lui, qui a perdu la main sur toute cette situation. Les Arabes, les Turcs, ils ne vont pas jouer le jeu. Le Pakistan, certainement pas. Et les Israéliens, eux, comprennent très bien ce qu'il essaie de faire. Ils ne sont pas impressionnés non plus. Bon. Oui, mais quand il a formulé cette exigence qu'il a présentée comme obligatoire et que personne ne lui répond, est-ce que ce n'est pas encore une gêne qu'il s'est lui-même infligée? Eh bien, c'est énorme. Donald Trump est complètement dépassé en matière de diplomatie internationale. Il ne sait pas comment la mener. Il s'imagine que c'est une sorte de partie de poker, alors que ça n'a rien à voir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces émissions. Et franchement, pour la plupart des pays dans le monde, ça fait très amateur, et ça ressemble à un aveu de faiblesse. C'est embarrassant. Les Israéliens vont être gênés par ça. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler sur un accord? Est-ce que ça a encore un sens de le faire? Nous allons traverser une période de va-et-vient, avec des négociations qui reprennent et s'interrompent et des attaques de temps en temps. Ce problème va durer tout l'été et se prolonger jusqu'à l'automne. Beaucoup de gens disent qu'en juin, les difficultés sur les marchés mondiaux de l'énergie atteindront un point de crise. Et à ce moment-là, Trump sera poussé à prendre une décision qu'il ne veut pas prendre. Soit il cède en grande partie aux exigences des Iraniens. Et à ce stade, il faut bien comprendre que si une crise éclate sur les marchés de l'énergie, l'Iran sera en position de force, encore plus qu'aujourd'hui. Donc il n'est pas impossible que les Iraniens réclament alors la fermeture de toutes les bases au Moyen-Orient, ou quelque chose de ce genre. L'autre option, c'est qu'ils décident de revenir à la guerre, et même d'élargir le conflit. Et ça veut dire qu'ils commenceraient à rassembler une immense armée, 1 million d'hommes, tout ça pour envahir l'Iran. Et là, ce serait une catastrophe. D'abord, je pense que les États arabes seraient horrifiés, et beaucoup diraient non. Rien que ça pourrait rendre l'opération pratiquement impossible à poursuivre. Mais bon, si une guerre comme celle-là éclate, ce serait un désastre absolu. Il y aurait, j'en suis sûr,
une crise politique aux États-Unis eux-mêmes. Et je pense qu'une invasion de ce genre serait aussi un désastre militaire. C'est un pays immense, avec une géographie très difficile. L'armée iranienne a montré qu'il y a des unités extrêmement bien organisées et puissantes. L'Iran aurait certainement le soutien de la Russie. Pourquoi pas? Pourquoi les Russes ne le feraient-ils pas? Donc oui, tout ça mènerait tout droit à une catastrophe totale. Bon, alors, quelque chose en lien avec la Chine maintenant. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient suspendre les ventes d'armes à Taïwan. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent se montrer amicaux avec la Chine ou respecter la politique d'une seule Chine. Non, c'est plutôt parce que eux-mêmes commencent à manquer de matériel, de munitions, de tout ça. Donc, à mon avis, c'est la principale raison derrière cette décision. L'autre point, c'est le tungstène. On sait que la Chine contrôle une partie des terres rares et de certains matériaux stratégiques. Apparemment, le tungstène en fait partie et il est essentiel pour fabriquer les missiles Tomahawk, Patriot et d'autres armes de précision. Il semblerait donc que les États-Unis soient à court de tungstène pour leur production d'armement. Alors, avec ces deux éléments en même temps, qu'est-ce que vous en pensez? What do you make of that? Right. Well, the first thing to say is that. D'accord. Eh bien, la première chose à dire, c'est que comme on le sait, Xi Jinping a adressé à Trump l'avertissement le plus ferme sur Taïwan que j'ai jamais vu d'un dirigeant chinois à un dirigeant américain. Les Américains, je pense, ont été ébranlés par cet avertissement. Je crois que ça les a vraiment surpris. Je lis de très près les médias américains et britanniques. Je lisais le Financial Times, qui est très bien informé sur ce qui se passe à Washington. Et je pense qu'ils ont été profondément choqués par la force de l'avertissement que Xi Jinping a donné. Donc, quand les Américains disent que tout cela est uniquement lié au fait que les armes commencent à manquer, je pense que le choc de cet avertissement venu de Chine a sans aucun doute aussi joué un rôle. Has played a role as well. I think that's the first thing to say. The second thing to say. Je pense que c'est la première chose à dire. La deuxième, c'est que oui, l'Amérique manque cruellement d'armes. Ils ont déjà informé l'Allemagne et le Japon qu'ils ne pouvaient pas livrer de missiles Tomahawk et Patriot. Donc ils doivent repousser les livraisons. C'est un aveu de faiblesse assez critique. Et ce que vous m'avez dit sur le tungstène, je le savais, parce que je suis en contact avec une entreprise qui en extrait, ou du moins qui essaie. En Corée du Sud d'ailleurs. Oui, en Corée du Sud. Le tungstène n'est pas une terre rare, non. Il y a les métaux, et il y a les terres rares, que la Chine raffine et produit, et qu'en gros, seule la Chine sait vraiment raffiner et produire. Et on en a déjà parlé. Ça remonte aux années 60, quand la Chine a commencé à mettre en place une politique réfléchie dans ce domaine. Si je ne me trompe pas, c'est le Premier ministre Zhou Enlai qui a pris cette décision. Donc, oui, ça montre à quel point c'était un homme incroyablement visionnaire, d'ailleurs, il faut le dire. Le tungstène, lui, a été extrait et produit en Allemagne et aux États-Unis depuis le tout début du XXe siècle. Le fait que les États-Unis aient perdu la capacité de produire leur propre tungstène, c'est tout simplement incroyable. Et ça illustre encore une fois à quel point la base industrielle et minière américaine s'est vidée de sa substance. C'est la première chose à dire. La deuxième, c'est que, bien sûr, cela aggrave les problèmes majeurs dans l'ensemble du système militaire américain. Et pas seulement américain, mais aussi européen. On entend beaucoup parler du réarmement de l'Europe. Mais on ne peut pas se réarmer sans tungstène. Donc si déjà ils ont du mal à se procurer des terres rares, ou plutôt s'il y a des problèmes autour des terres rares, et qu'en plus, ils n'arrivent même pas à s'organiser pour le tungstène, ça montre à quel point la situation est critique. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation.
During the Second World War, Germany Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a failli, en 1943, manquer complètement de tungstène. Et il y a une histoire, je ne sais pas dans quelle mesure elle est vraie, selon laquelle un accord secret aurait été conclu entre l'Allemagne et les États-Unis, qui étaient pourtant en guerre. Mais bon, c'est une histoire, peut-être pas vraie, selon laquelle les Américains auraient discrètement vendu du tungstène à l'Allemagne. En échange, les Allemands leur auraient transmis différentes technologies, notamment sur les gyroscopes et d'autres dispositifs du même genre dont les Américains avaient besoin. Voilà, ce genre de choses. Mais le fait que les Allemands manquaient de tungstène, ça c'est tout à fait exact. Et vers la fin de la guerre, la qualité des armes allemandes a commencé à se dégrader, justement parce qu'il n'y avait plus assez de tungstène en Allemagne. D'accord. On sait que le tungstène est un élément important dont on a besoin. Oui, enfin, je veux dire, la Russie est autosuffisante. La Chine, elle, est de loin le plus grand producteur et exportateur. Autrefois, c'était les États-Unis. D'accord. Donc ça va être intéressant à voir, parce que je lis aussi les médias taïwanais. En ce moment, on a l'impression que c'est Taïwan qui veut absolument conclure cet accord. Ce sont eux qui veulent acheter, ce sont eux qui paient les États-Unis, donc qui dépensent l'argent, et pourtant, ils reçoivent toujours des armes de moindre qualité. Et ils le savent très bien. Ils n'obtiennent jamais les modèles de pointe, les meilleurs. Non, bien sûr, ils ont droit à des armes vieilles de plusieurs générations, ce genre de matériel. Mais en réalité, tout ça, c'est de la corruption. De la corruption des deux côtés, du côté taïwanais comme du côté américain. Et les gens à Taïwan s'en inquiètent. Ils insistent vraiment, ils disent « c'est ce qu'il nous faut ». Officiellement, c'est pour la défense. Mais en vérité, c'est pour la corruption. C'est ça le fond du problème. Absolument, vous avez tout à fait raison. J'ai énormément appris sur le commerce international des armes dans les années 90. En gros, voilà comment ça se passe. Les fabricants d'armes d'un pays acceptent de vendre des armes à un autre pays. L'autre pays accepte de payer un prix énorme pour ces armes. L'argent va aux fabricants et une partie revient ensuite dans le pays d'origine sous forme de pots de vin. Et ça se passe tout le temps. La corruption dans le commerce international des armes est tout simplement hors norme. On m'a dit, par quelqu'un qui avait été directement impliqué dans plusieurs accords à l'époque entre la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite, que le commerce international des armes, tel qu'il se pratiquait entre les pays occidentaux et d'autres pays, c'était l'équivalent au XXe siècle de la traite des esclaves. Je veux dire, c'était aussi peu éthique, aussi corrompu et aussi exploiteur que pouvait l'être autrefois la traite des esclaves. Et je suis sûr que depuis, les choses ont encore empiré. Je vais ajouter autre chose. Les ventes d'armes des États-Unis à Taïwan sont un élément essentiel de ce commerce, parce que les sécessionnistes taïwanais ont besoin que les États-Unis leur fournissent ces armes, comme preuve de soutien. Parce que si les États-Unis ne leur envoient plus d'armes, cela donne l'impression que l'Amérique les abandonne, justement au moment où le Kuomintang pousse pour la paix, pour que Taïwan se rapproche du gouvernement chinois. C'est donc aussi un symbole politique très important pour les sécessionnistes, un signe du soutien américain. Je veux aussi parler de la situation en Ukraine, parce que l'Ukraine a récemment bombardé un dortoir universitaire en Russie. Et bien sûr, la Russie a riposté. Et tout cela en réalité a pour but de provoquer. La Russie, c'est pour ça? C'est exactement ce que pensent les Russes. Ils estiment que c'était fait pour provoquer la Russie. Mais on a franchi une ligne, parce que maintenant, les Russes disent que même si c'est vrai, ils ne peuvent plus simplement ignorer la situation. Et aujourd'hui, ils ont lancé un avertissement. Ils vont poursuivre les attaques sur Kiev.
et ils conseillent aux diplomates de partir. Rubio et Lavrov viennent de parler. De quoi parlaient-ils? Eh bien, je suis sûr qu'ils parlaient de l'Ukraine et de l'escalade de la situation là-bas. Et je soupçonne aussi que Lavrov en a profité pour transmettre une nouvelle fois cet avertissement particulier des Russes aux Américains. Je pense que l'attaque contre le dortoir étudiant, c'est difficile d'exprimer à quel point les gens en Russie sont en colère à ce sujet. C'était une attaque contre un dortoir menée par 16 drones. Ça paraissait d'une violence incroyable. Et je crois que cela a créé en Russie un climat que le gouvernement russe ne peut tout simplement pas ignorer. Mais l'Ukraine veut provoquer la Russie pour que la Russie monte d'un cran. Mais qu'est-ce qui gagne à faire ça? Est-ce qu'ils font intervenir l'OTAN? C'est exactement ce qu'ils essaient de faire depuis le début de la guerre. Depuis le premier jour, ils cherchent à entraîner les États-Unis et l'OTAN directement dans le conflit, parce qu'ils savent que c'est la seule façon, au final, de pouvoir l'emporter contre la Russie. Eh bien, je ne vois pas beaucoup de discussions à ce sujet dans les médias occidentaux, mais sur les réseaux sociaux chinois, les gens en parlent en ce moment. Si on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'Iran, en fait, l'Iran ne pouvait pas vraiment bombarder les États-Unis. Alors, l'Iran a frappé les pays du Golfe. Au début, on pensait, logiquement, que ces pays du Golfe allaient s'unir et riposter contre l'Iran, mais ça ne s'est pas vraiment produit. Alors, est-ce qu'il est possible que maintenant, si la Russie commençait, disons, à bombarder certaines cibles militaires, en particulier des usines qui fabriquent des drones pour l'Ukraine, ces pays-là soient simplement obligés d'encaisser le coup sans que l'OTAN intervienne vraiment? C'est plausible, non? C'est tout à fait plausible. Beaucoup de gens le pensent, et c'est aussi ce que disent pas mal de personnes en Russie. Jusqu'à présent, Poutine et le gouvernement russe n'ont pas voulu le faire. Et la raison, c'est qu'ils craignent que cela n'élargisse la guerre en Ukraine. Or, ils ne veulent pas qu'elle s'étende. Les attaques contre la Russie n'ont jamais été assez graves pour rendre cette décision nécessaire. Mais enfin, il faut le rappeler, on parle d'un continent doté de l'arme nucléaire. 2 pays européens, la France et le Royaume-Uni, possèdent l'arme atomique. Les États-Unis sont là, ils ont l'arme nucléaire. Donc, il y a eu cette très grande inquiétude. Si les choses s'enveniment de cette façon, on pourrait finir par se retrouver dans une situation où quelqu'un utiliserait l'arme nucléaire. Je pense que la situation dans le Golfe Persique a probablement rendu les Russes moins inquiets qu'avant. En partie parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec les États du Golfe, mais aussi parce qu'ils ont le sentiment que les Américains ne veulent pas mener 2 guerres en même temps. Et d'ailleurs, ils ont tout à fait raison là-dessus. L'Ukraine va continuer, vous pensez? Je veux dire, jusqu'ici, ils n'ont pas réussi à entraîner l'OTAN dans tout ça, mais ils vont poursuivre, non? Oui. Je dois aussi dire ceci. Il y a un schéma de violence en Ukraine depuis 2014. Et vous savez, ils bombardaient des villes du Donbass sans véritable objectif militaire évident. Il y a une forme de colère en Ukraine envers la Russie, et je dirais une sorte de haine chez certaines personnes envers la Russie. Et je pense que cela les pousse à vouloir riposter, à faire ces choses très cruelles qui n'ont aucun but, aucune réelle utilité militaire. Les Russes, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, ont évité de se laisser emporter par la colère. Mais les informations que je reçois indiquent que cette fois, le niveau de colère est à un tout autre niveau que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je dois dire que,
D'après ce que je comprends, je pense que Poutine fait partie des personnes les plus maîtrisées, non? Il doit subir énormément de pression à l'intérieur de la Russie. Il y a sûrement des gens bien plus va-t-en-guerre que lui. C'est lui qui garde la tête froide, qui reste calme et qui contrôle ses émotions, je dirais, sans doute plus que la plupart des autres dirigeants russes, vous ne trouvez pas? Tu as tout à fait raison là-dessus. Je veux dire, cette idée de Poutine, présentée comme un dur, un militant, cette caricature qu'on lit dans les médias occidentaux, ça n'a aucun fondement dans la réalité. Au contraire, c'est un homme d'une discipline et d'un contrôle extraordinaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est si respecté à l'international. Et c'est aussi pour ça que Xi Jinping, qui est pareil sur ce point, a une telle affinité avec Poutine. Eh bien, je veux dire, tu parlais des mots forts que Xi Jinping a utilisés quand il a rencontré Trump à propos de Taïwan. Je pense que selon les médias chinois, lui aussi est poussé à bout, qu'il devient de plus en plus impatient. Pourtant, c'est quelqu'un de très patient, très maîtrisé, très discipliné. Souviens-toi, on avait parlé avec M. Bao, non? Il disait que si c'était au peuple de décider, Taïwan aurait déjà été reprise, tu vois, hier même. Donc, Xi Jinping, c'est aussi quelqu'un de très contrôlé, très discipliné, n'est-ce pas? Aucune question là-dessus. Au fait, est-ce que vous avez vu les informations qui circulent en ce moment au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon lesquelles il y aurait eu une deuxième dispute entre Xi Jinping et Trump à propos du Japon? D'accord. Apparemment, Trump, et ça montre bien, vous savez qu'on a affaire à des imbéciles, a parlé du Japon. Il a dit, vous vous rendez compte, ils ont cet allié solide qui se réarme et qui est prêt à se battre à nos côtés contre vous à propos de Taïwan et tout le reste. Et apparemment, d'après les médias japonais, britanniques et selon des responsables américains, Xi Jinping a réagi de façon très très vive à ça, à ce que fait Takeichi, à ce que fait le Japon, et sans doute aussi à ce que les Américains poussent le Japon à faire. Le mot employé, c'est que la conversation entre Trump et Xi Jinping à ce moment-là est devenue tendue. Je n'ai jamais vu ça se produire entre Xi Jinping et un autre dirigeant jusqu'à présent. Donc oui, je pense clairement que sa patience commence à s'épuiser. Xi Jinping est un homme d'un contrôle incroyable. C'est quelqu'un d'une discipline personnelle remarquable. C'est un homme très poli, ce qui ne veut pas dire qu'il est faible, mais vraiment, c'est quelqu'un de très très poli. Ce n'est pas le genre de personne qui cherche à humilier les autres. Il est naturellement poli. Et ça n'a rien à voir, vous savez, avec les traditions chinoises de courtoisie, même si elles existent bien sûr. C'est simplement dans sa nature. Alors, le pousser au point où il commence à réagir de manière plus vive, comme le disent ses rapports, eh bien, ça devrait être pris comme un sérieux signal d'alerte. Eh bien, je peux simplement vous dire ceci. Il peut se montrer patient avec Taïwan, parce qu'après tout, Taïwan fait partie de la Chine. Les gens qui vivent à Taïwan, ce sont des Chinois. Avec le Japon, c'est une situation très différente. Je ne pense pas qu'il puisse aller très loin sans riposter contre le Japon si le Japon devient trop agressif ou provoque les choses. Je pense que la pression intérieure serait tout simplement trop forte pour lui. Même s'il veut parfois reculer ou garder le contrôle, je crois que ce ne sera pas si facile avec le Japon. Je veux dire, les Américains jouent avec le feu. Ils jouent avec des forces qu'ils ne comprennent tout simplement pas. Et vraiment, ils ne comprennent pas. C'est incroyable qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne saisissent pas ce que les Chinois ressentent vis-à-vis du Japon. Parce que les Américains ne parlent jamais de la guerre entre la Chine et le Japon. Honnêtement, je doute que Trump soit au courant. Et les Américains pensent qu'ils sont malins, mais en réalité,
Ils sont incroyablement stupides et totalement imprudents. They're being incredibly stupid and very reckless. Oui, je dis simplement que ce sont les États-Unis qui ont largué les 2 bombes atomiques sur le Japon. Je ne pense pas que les Américains considèrent que c'est très grave, mais ça l'est. Ils ne devraient pas l'oublier. Ils jouent avec le feu et pas qu'un peu. Bref, je pense à autre chose aussi. Huawei a fait des percées dans la fabrication de puces avec une méthode complètement différente. Du coup, les machines de lithographie haut de gamme ne sont plus vraiment indispensables pour la nouvelle technologie de Huawei. Ils utilisent ce qu'on appelle la technologie de mise à l'échelle TOW, qui n'a rien à voir avec la fameuse loi de Moore, ou tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, c'est un sujet très important en Chine aussi. Je veux juste dire à propos de tout ça que Huawei a pris une autre direction, différente de celle de l'Occident. C'est à cause de la guerre commerciale, de la guerre des puces, enfin toutes ces guerres qui poussent Huawei à chercher une alternative. Et on dirait bien qu'ils y arrivent, non? C'est très typique. C'est la manière américaine de se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte. Ils établissent des règles, ils mettent des systèmes en place, mais ils finissent toujours par les enfreindre ou en abuser, au point que les autres sont obligés de trouver d'autres solutions. Donc, encore une fois, ça ne marche pas, ces sanctions ou peu importe comment on les appelle. Absolument. Je suis au courant, parce que c'est partout dans les médias aussi, que Huawei a réalisé cette avancée. Et pour que vous le sachiez, quand Poutine est allé en Chine, qu'il a rencontré Xi Jinping et qu'il était accompagné de tous ses responsables, les Russes se sont renseignés sur cette technologie. Ils voulaient savoir si à un moment donné, la Chine pourrait être intéressée à la partager avec eux. Donc oui, c'est aussi une très très grosse histoire en Russie. Mais non, vous avez tout à fait raison. Je l'ai dit, on l'a dit ensemble dans une émission qu'on a faite il y a quelques mois. La Chine est en train de surfer sur une immense vague technologique. Nous en sommes arrivés à un point où il n'existe plus aucun défi technologique que la Chine ne puisse relever. Et vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose que les Américains n'ont pas encore vraiment intégré. L'équipe de NVIDIA, avec son PDG, est venue avec Trump et ils ont encore essayé de convaincre les Chinois d'acheter leurs puces. Mais les Chinois ont répondu non. Nous allons bien au-delà de vous maintenant. Et une fois de plus, les Américains sont repartis déconcertés, sans comprendre ce qui se passait. Parce qu'au-delà de la perte de la suprématie industrielle ou militaire américaine, perdre la suprématie technologique, ça c'est quelque chose qui n'était encore jamais arrivé. Je veux dire, il y a eu un bref moment dans les années 50 quand les Soviétiques ont lancé le premier satellite artificiel. À ce moment-là, les États-Unis ont été sous le choc. Mais cette fois, avec ce que fait la Chine, c'est sur un plan infiniment plus large. Et l'idée que l'Amérique, qui s'est toujours vue comme, vous savez, la frontière du futur, puisse soudain devenir le passé, ça, c'est quelque chose que les Américains n'arrivent tout simplement pas à concevoir. J'ai lu pas mal de choses là-dessus, parce que ça m'intéresse, et certains disent que les Américains se trompent complètement, qu'ils s'imaginent qu'il n'existe qu'une seule façon d'arriver à fabriquer des puces de pointe. Et tout ça doit se faire avec ces énormes machines de lithographie qui utilisent des technologies que les Américains, en gros, développées dans les années 90. Mais en réalité, il existe toutes sortes d'autres voies possibles. Et les Américains se sont piégés eux-mêmes, un peu comme IBM à l'époque des mainframes. Ils se sont enfermés dans un couloir technologique bien précis et ils n'explorent pas les autres, alors que la Chine, elle, le fait. Et, vous savez, j'ai aussi compris d'ailleurs que les ingénieurs en Chine sont beaucoup plus jeunes que les ingénieurs américains
et donc bien plus entreprenants et flexibles que ne le sont devenus leurs homologues américains. Et je pense qu'en partie, j'ai travaillé chez IBM, donc j'ai pu observer tout ça de près, tous ces schémas, et ainsi de suite. D'une certaine manière, c'est une façon de protéger la propriété intellectuelle, tout ça. Mais parfois, c'est aussi contre-productif, parce que tant qu'IBM détient ses brevets, personne d'autre ne peut les exploiter. Et IBM souvent n'en fait rien. Vous savez, il arrive qu'ils achètent un brevet juste pour le bloquer. Et parce qu'il entre en concurrence avec leurs produits actuels. Donc ils achètent le brevet, ils le gardent et il ne se passe rien. Ils ont des millions de brevets qui dorment et rien n'en sort. Et ça, à mon avis, c'est absurde, non? Ça freine le développement, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est de la fossilisation. C'est de la monopolisation. Ce que vous décrivez, c'est une forme de corruption. J'essaie toujours d'expliquer aux gens que pour qu'il y ait corruption au sens criminel, les gens imaginent que la corruption en soi est un crime. Mais la corruption n'est pas un crime. C'est un état d'esprit. C'est une pratique. Et c'est quelque chose de très très corrosif et démoralisant pour un système économique et social. Et aujourd'hui, en Occident, c'est complètement hors de contrôle. En Chine, c'est pas comme ça. Là-bas, les entreprises ne s'assoient pas sur des idées pour les garder pour elles et les empêcher de circuler. And so, ils ont une vision plus large. L'idée que tout ça fait partie d'une société entière, d'une nation entière, à laquelle ils veulent appartenir et dont ils font déjà partie. Donc, une entreprise comme Huawei ne va pas garder la technologie pour elle, ni s'inquiéter qu'une autre société ailleurs en Chine progresse plus vite, parce qu'ils veulent que la Chine réussisse. Et ils savent que quand la Chine réussit, Huawei réussit aussi. C'est une façon de penser complètement différente. Oui, disons, le côté communiste de la Chine, pour ainsi dire. C'est le côté communiste de la Chine, mais aussi le côté patriotique. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Bien sûr, je ne lis que les médias chinois en anglais, mais on y parle beaucoup de la nation chinoise, de la renaissance de toute la nation chinoise qui est en train de se produire. Et je pense que c'est vraiment l'esprit du pays en ce moment. La Chine avance, elle progresse, elle s'élève. Elle est toujours sur une trajectoire ascendante qui, en gros, a commencé en 1949 et qui continue. Mon père, d'ailleurs, qui est allé en Chine, revenait toujours en me disant « Tu sais, tous ces gens qui prétendent que c'est un pays capitaliste à l'américaine avec un parti communiste au sommet, ils se trompent complètement, profondément. Ce n'est pas la Chine, pas du tout. Ils n'ont rien compris. » Et je pense qu'il avait tout à fait raison. À bien des égards, c'était un homme très perspicace. Et il aimait la Chine, d'ailleurs. Je devrais être de retour aux États-Unis la semaine prochaine. On reprend la discussion à ce moment-là. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.